On est juste à côté du Sénat, on aurait voulu même être beaucoup plus près. Et en fait, on est là parce que pour la seconde fois, il y a eu un vote qui va donc protéger Serge Dassault des poursuites de la justice. On a des gens qui ont décidé de ne pas lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault, alors que le Conseil d'État a invalidé son élection au motif qu'il a acheté des votes. Dassault est très symptomatique des conflits d'intérêts et de ce qui a été appelé une république bananière. C'est-à-dire qu'on a un patron d'industrie qui qui a un assisté, parce que depuis qu'il est né, il vit grâce au contrat de l'armement de l'État français. C'est quelqu'un qui possède un organe de presse très puissant. C'est quelqu'un qui est aussi à une représentation politique, qui a enfreint les règles à de nombreuses reprises, de sa propre admission d'ailleurs. Hein, l'interview qu'il a donnée dans le JDD, il disait clairement qu'il a donné de l'argent à des gens pour acheter le silence. Non, ça donne pas du tout confiance, ça fait pas envie. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour que ça change et pour que la démocratie revienne réellement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire là sur les panneaux? Parce qu'on ne peut pas le lire entièrement. Impunité, immunité, impunité. On joue sur le jeu de mots qui, pour le coup, n'est pas qu'un seul jeu de mots, mais qui est très heureux dans la situation. Je disais immunité, impunité. Il n'y a qu'une lettre de différence. En tout cas, il y a opacité, ça c'est sûr. On voulait réagir donc au vote courageux des 13 sénateurs qui, il y a quelques jours, il y a 2 jours, ont réussi à sauver Dassault des griffes des juges communistes de l'Inquisition socialiste. Et ils ont su résister pour la 2e fois consécutive à la pression de la dictature de la pensée unique. Et donc ils ont courageusement claqué la porte au nez à la justice pour protéger un des leurs, mais pas n'importe lequel. Ils ont protégé Serge Dassault, et quelque part, puisque c'est le patron du Figaro, ils ont aussi protégé la liberté de la presse. Il tient énormément de gens grâce à son pouvoir médiatique et les journalistes du Figaro, on y était allé avec Sauvons les riches il y a quelques mois au Figaro pour dénoncer l'absence de couverture médiatique de l'affaire, de toutes les affaires Dassault. Et il n'y a rien, ils n'ont pas le droit de parler. Il faut aussi savoir que Serge Dassault, évidemment, c'est le patron de Dassault Aviation. Et quelque part, donc, si en 50 ans, les Allemands ne nous ont pas envahis, c'est aussi un peu grâce à lui. Et donc, il fallait pouvoir le sauver des griffes de la justice. C'est aussi celui qui a mis Corbeil-Essonnes sur les rails de la gestion transparente, républicaine et raisonnable des comptes publics. Ah ben oui, plus on en a, plus je crois c'est compliqué à gérer l'argent. Hein. Donc c'est normal qu'il faut essayer de les aider à s'organiser, en avoir encore plus. Oh mais tu sais, les pauvres, je ne sais même pas s'ils existent vraiment. Hein. Tu sais, quand on est riche, on ne les voit même pas, hein, je crois. Hein, tu vois. Non, parce que je trouve ça inacceptable que des sommités comme ça qui font l'honneur de la France, qui nous permettent d'être les nation phare dans l'armement, etc., soient inquiétés pour des billevesées, comme on a le meilleur sénateur maire de Corbeil-Essonnes qui va chasser dans son 4x4 sur les lieux interdits, etc. Et voilà, que le petit peuple vaque et laisse les talents de ce monde œuvrer, nom de Dieu. Nom de Dieu. On a dit qu'on avait à un moment pensé à faire un jeu de mots sur le fait qu'on était dans une république bananière et à jeter des bananes, mais à cause des fachos, on ne peut pas le faire. Ça a maintenant un sens prohibé. Je ne jouerai pas avec ça, on est dans une époque assez xénophobe pour ne pas jouer avec ça. J'ai une grand-tante qui disait, lorsque le socialo-communisme est passé en 81, qui disait « Vraiment, Germain ne connaît pas son bonheur, parce qu'avec tout ce qu'on a comme impôts, etc., les pauvres ne connaissent pas leur bonheur. Voilà. Pauvres, vous ne connaissez pas votre bonheur, laissez les gens œuvrer à votre bonheur, les riches œuvrer à votre bonheur, sauvons-les, protégeons-les, ils vous protègent. Nom de Dieu !» Mais je crois que le président Hollande a été extrêmement sensible aussi au sort des riches. Ses vœux, c'était quand même extraordinaire. Les vœux de Hollande, c'est de dire au MEDEF, maintenant j'assume à fond tout ce que j'ai fait, l'ANI, la casse des retraites, eh bien on continue sur la même lancée. La musique qui va avec. Ah oui.
Bon ben voilà, oui c'est impitoyable pour les riches, c'est vrai, pas pour les pauvres, non. C'est magnifique. Il faut se battre aujourd'hui encore pour sauver les riches. Ce que nous démontre cette histoire, c'est qu'effectivement, plus on est riche, plus on est puissant, moyen de démocratie, moyen de liberté d'expression, moyen de liberté de la presse. Donc c'est vraiment triste pour la France. Il faut que les citoyens partout en France demandent des comptes parce que c'est un vrai pied de nez à la justice, c'est un vrai pied de nez à la démocratie et je crois que c'est pas de ça dont on a besoin aujourd'hui. Si ça va faire exploser quoi? Le discours tous pourris, le discours puisque c'est comme ça on vote Le Pen, puis le discours de l'abstentionnisme, ça ne profite en rien à la démocratie. Parfois on se demande si c'est pas le but de la manœuvre, surtout qu'il n'y a rien de plus antidémocratique que la façon dont sont élus les sénateurs. Exactement, d'être très très riche, c'est très compliqué. La preuve, on peut pas venir tranquillement chez toi faire une perquisition, tu peux pas être entendu par les juges, donc c'est vraiment triste d'être riche. Bien sûr, il faut protéger le Serge Dassault, il n'a pas les moyens de se protéger lui-même, il est fragile, il y a tellement de gens qui le détestent. Notre colonialisme, notre impérialisme survit un peu grâce à M. Dassault. Vive le Sénat de gauche qui permet à M. Dassault de perdurer. Bonne année. Bonne année, bonne année. Ah, c'est cool. C'est important que nous soyons. Attention. Que dire que c'est important, je crois, de rendre honneur aux sénateurs qui ont jugé que la justice ne méritait pas d'être libre en ce qui concerne le sénateur Dassault. Les suspicions à l'égard des sénateurs Dassault, évidemment, ne comptent pas beaucoup. Ce n'est jamais qu'une tentative d'assassinat et achat de votes. Mais évidemment, ça, c'est des broutilles. Et la commission la commission qui statue sur la levée d'immunité a jugé que cela ne méritait pas d'être levé. Voilà. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour dire que vraiment il sauve l'honneur de la République, n'est-ce pas? Et moi je pense que là, ce qui est important, c'est d'abord que le vote soit public, que nous sachions qui a voté quoi et pour quel prix. C'est complètement invraisemblable et incompréhensible qu'un Sénat qui a une majorité à gauche n'a pas voté la levée de l'immunité parlementaire de Dassault devant les charges qu'aujourd'hui sont réunies contre lui. Cela veut dire qu'il y a une faille maintenant très très grande entre les représentants du peuple et le peuple. Et des décisions de cet ordre-là nourrissent le mépris des politiques. Il s'est passé quelque chose de pas normal dans ce vote. Parce que ce qui est normal, c'est que la justice puisse travailler normalement et que devant les charges réunies contre les sénateurs Dassault, que la justice soit libre de faire les mesures qu'elle estime utiles et nécessaires. Et donc moi, ce que je demande un nouveau vote. Je demande que les magistrats réformulent leurs demandes. Je demande qu'on modifie le règlement intérieur d'urgence, que le vote soit public. Merci Eva. Merci Eva. Merci Eva. Bonne année. On n'a pas vu le sénateur, mais bon, il y a une députée européenne. Quand même. Et il faut savoir qu'en juillet, la même semaine où le bureau du Sénat a rejeté pour la première fois la demande de levée d'immunitaire, au Parlement européen, vous votiez la levée de l'immunité de Marine Le Pen à main levée, en scrutin public. Scrutin public, absolument. Comme on fait dans les démocraties modernes. Au Brésil même, ça se pratique comme ça. Il n'y a plus de vote secret au Brésil. Par contre, au Sénat, il y a une résurgence. Voilà, et cela, ça a vécu. Nous avons vu ce que cela donne. Donc, il faut que le Sénat modifie immédiatement le règlement intérieur. Il faut une nouvelle demande de levée de l'immunitaire. Cela n'est tout simplement pas acceptable et pas tolérable. C'est vrai qu'il faudrait un petit peu le revisiter, ce Sénat. Hein. Un petit peu de jeunesse, ça serait pas mal. De nouvelles règles. Et plus de transparence, évidemment. Je pense qu'il y a quand même quelques réformes institutionnelles qui pourraient redonner un peu de sens à cette démocratie, par exemple la proportionnelle.
Parce que le bipartisme, on l'a très bien vu il y a 2 jours, le bipartisme, eh ben, c'est très bloquant et ça permet justement un blocage de la démocratie. Ça fait en sorte qu'il y a un peu des ententes illégales, hein. Comme on voit, il y a un oligopole des partis politiques, quoi. Et je ne sais pas ce qui va se passer en 2017, mais ça sent mauvais. Ça sent très 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 mauvais. Le Sénat protège les siens. Bravo. Là-bas, répression policière, militaire, rage et solidarité n'auront pas de frontières. On fête le 20e anniversaire du soulèvement zapatiste au Chiapas. Et donc on est là justement pour fêter toute l'autonomie qu'ils ont mis en place. Tout ce qu'ils ont vraiment réussi à faire complètement autonome, sans l'aide gouvernementale et sans l'aide de l'État. Donc à savoir des cliniques, des hôpitaux, les systèmes de santé, d'éducation, etc. Parce que je me souviens de la révolution zapatiste, voilà, et j'avais envie d'être là. Pour commémorer le soulèvement zapatiste au Mexique il y a 20 ans. Et que les zapatistes, ils sont toujours là et ils ne sont pas tout seuls, on est avec eux. Donc là, aujourd'hui, on ne les oublie pas, on pense à eux. Donc là, tout au long du trajet, il y aura des petits arrêts. Et à chaque arrêt, il y aura des performances artistiques. Donc, ils ont gagné en grande partie leur autonomie vis-à-vis du gouvernement mexicain, notamment dans leur manière de vivre. Mais effectivement, ils ont encore besoin de 2 choses, du soutien financier international pour leurs projets. Et parce que c'est vrai que bon, pour tout ce qui est nourriture, ils ont ce qu'il faut, mais tous les projets, notamment de médias et autres, puisqu'ils ont beaucoup de choses, des films, ils ont besoin de moyens. Et puis aussi, ils ont besoin d'un soutien international, parce que quelque part, c'est la pression internationale qui empêche le gouvernement mexicain de mettre fin à leur révolution, en fait. Donc les zapatistes ont commencé il y a 20 ans, ils se sont soulevés, ils ont commencé à créer leur communauté autonome, et aujourd'hui, ça existe, ils ont un gouvernement propre, des écoles, des cliniques, et surtout, ce qui m'a étonné, c'est qu'ils ont créé des collectifs pour faire des travaux collectifs. Pour moi, l'expérience zapatiste, c'est un petit peu l'expérience révolutionnaire actuellement qui est à peu près la seule à avoir vraiment marché dans le monde, puisqu'ils ont quand même conquis leur autonomie en termes d'agriculture, de manière de vivre. Et puis, parce que j'ai eu la chance d'aller cet été et l'été précédent un peu dans les communautés zapatistes, et que quand on voit la force qu'ils ont, ça nous redonne de la force aussi pour nos propres luttes. Révolutionnaire, anticapitaliste, ça coule de source, on s'intéresse à ceux qui construisent un autre monde. Mais la première chose qu'on aurait à apprendre d'eux, c'est la notion de collectif et la notion de solidarité. Ils vivent vraiment le collectif au jour le jour, et c'est quelque chose dans nos sociétés qu'on a totalement perdu, et si on reconquiert pas ça, je crois que le reste, ça va être difficile. Ouais. Globalement, non, la société va pas du tout dans le sens d'un partage social tel qu'il faudrait, mais c'est à nous de le construire, quoi, et de rien attendre des gens d'en haut. Qu'est-ce qu'on a à apprendre d'eux, justement? Eh bien, d'être debout et de jamais plier, et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié chez nous. Comment ça s'appelle? Maté, c'est maté. Ah, c'est maté, c'est ça, maté? C'est ça, maté, ouais. Et c'est une boisson... C'est du thé aux épinards. Ça symbolise la terre, en fait. Ça symbolise la terre. Dans leurs mains, elles ont de la terre. Elles ont de la terre sur les mains. Hein. Effectivement, la revendication principale, en tout cas, du soulèvement en 94, c'était de récupérer des terres. Parce qu'au Mexique, c'est pour El Día de los Muertos, le jour des morts, en fait. Et donc, c'est en fait pas un jour pour pleurer, c'est pas un jour triste, c'est un jour qui est très heureux. On amène les boissons préférées du mort, le plat préféré du mort, et voilà, on fait la fête avec le mort ou la mort ou les morts au cimetière. C'est vrai, c'est vrai. 20 ans après, les zapatistes sont toujours là. Après 500 ans d'oubli, après 10 années de travail silencieux, clandestin, Ya Basta a été le cri qui a brisé le silence de l'histoire. Ils nous ont appelés à construire un monde dans lequel chacun ait sa place.
Un monde fait de plusieurs mondes. Un mundo donde quepan muchos mundos. ¡Adelante! On va avoir un parcours ponctué de plusieurs arrêts où des artistes vont faire des petits spectacles. Et, les apatistes au visage couvert par des paliacatés ou des passe-montagnes déclarent la guerre au gouvernement fédéral et à son armée et parviennent à occuper divers chefs-lieux de l'état du Chiapas. Les apatistes déclarent: nous sommes le produit de 500 ans de lutte à qui on a toujours refusé la moindre formation, destinée que nous étions à servir de chair à canon, afin que les oppresseurs puissent piller impunément les richesses de notre patrie, sans qu'il leur apporte le moins du monde que nous mourions de faim et de maladies curables, sans qu'il leur apporte que nous n'ayons rien, absolument rien, ni un toit digne de ce nom, ni terre, ni travail, ni soins, ni ressources alimentaires, ni instruction, n'ayant aucun droit à élire librement et démocratiquement nos propres autorités, sans indépendance aucune vis-à-vis de l'étranger, sans paix ni justice pour nous et nos enfants. Mais nous, aujourd'hui, nous disons basta! L'actualité, ouais, je sais pas. Il y a monsieur Dieudonné, mais bon. Tu vas être très étonné, moi je ne parlerai pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, non, no comment. Parce que c'est n'importe quoi, no comment. Là vraiment, no comment. Comme tout le monde, le problème Dieudonné, parce que bon, c'est qu'une fripouille, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne méthode de fonctionner. Il y a beaucoup de gens qui pensent. Je pense qu'interdire son spectacle, c'était pas une bonne idée. Malgré tout. Il faut qu'on arrête d'en parler en fait, je devrais arrêter d'en parler du coup. Oui, je crois qu'on en parle trop et il ne mérite pas tant d'attention, c'est vraiment rien plus rien. Si vraiment ils avaient voulu le faire taire ou je sais pas quoi, ils auraient pu faire leur travail en termes de suivi de... Voilà. Parce qu'apparemment ils payent pas trop ses impôts, il y a beaucoup de choses qui sont pas très claires. C'est révoltant, voilà, c'est révoltant. Je pense que Valls a bien fait d'interdire, même s'il faut la liberté d'expression, mais c'est pas non plus pour dire n'importe quoi. En plus, dans son discours, le problème c'est qu'il il tape beaucoup, et en fait il défend pas grand chose finalement. Si on peut faire des saluts hitlériens dans la rue, c'est aussi un problème. Hein. En France, on protège beaucoup l'histoire qu'il y a autour de la Shoah, tout ça, mais il y a d'autres histoires qu'on défend moins, qu'on protège moins, dont on parle moins. Et en fait, c'est ce qu'il dénonce, Dieudonné, je pense qu'on aurait dû agir en amont. Vraiment, on aurait dû lui faire payer ses impôts, on devrait l'attaquer au portefeuille. La main d'or, ça fait des années que ça sévit. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était légal, donc Valls a appliqué la loi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ça passera. Ça passera. Dans 3 semaines, on n'en parlera plus. On ne parlera plus de Dieudonné. On parlera de
de la nouvelle aventure de François Hollande. C'est vrai. Voilà. Une actu en chasse une autre. Bon, c'est vrai que moi j'étais assez contente que Hollande soit élu parce que j'avais voté pour lui et voilà, mais c'est un petit bonhomme quoi. À partir du moment où il s'est mêlé de la vie privée des autres, en critiquant la vie privée des autres, en en voulant être un président normal, mais qui s'émancipe de toute obligation, de tout droit, il nous installe une concubine numéro 1, on va se retrouver en Chine avec épouse et concubine, quoi. Alors on en a une, on en a une deuxième, que va devenir la première, que va devenir la deuxième, c'est au niveau international, on doit être la risée du monde. Il a 4 ans au pouvoir, franchement il ne peut pas attendre un peu quoi pour aller... Mais la vie privée de chacun est la vie privée de chacun. Mais on n'installe pas au pouvoir, il n'avait pas installé à l'Élysée sa maîtresse, qui n'est même pas divorcée. Qu'il ait une maîtresse et qu'il la maintienne dans leur appartement du 15e arrondissement, oui, mais qu'il la mette en représentation et qu'il lui donne des fonctions publiques et lui donne un cabinet, etc., ce n'est pas normal. Après, il s'étonne qu'on rentre dans les choses, voilà quoi. Donc c'est un peu malsain tout ça, mais surtout ce qui est très grave, c'est que pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des vrais problèmes de la France. Comment on peut voir Télévocal? Canal 31 sur la TNT. Ok, j'y vais alors. Merci, au revoir. Bonjour Mère Noël. Oh là là, encore un nouveau manteau? Eh ouais, ça c'est une pipe au père Fouettard. Ah ben alors c'est lui aussi, la nouvelle voiture. Mais non, ça c'est une tournante avec ses pervers de roi mage. Oh, les rois mages les trois. Ah, non mais au fait de quoi je me mêle là? Allez, au boulot, bande de lutins. Oh, vous fous. Et lui, oui, il nous a bien eu, Père Noël, avec ses porte-clés. Oh, ouais. Je vais parler un peu d'international. Ça va être une santé qui est derrière. Vous êtes le dernier. Merci. Des vœux pour Paris, je les ai faits la semaine dernière pour les Parisiens, je l'ai exprimé, je redirai juste brièvement. 2014 sera de toute façon une année de dynamique, de progrès pour les Parisiens. Mais de toute façon, en 2014, il y aura 500 logements sociaux supplémentaires, 1100 places en crèche, un conservatoire, une bibliothèque, une piscine, des gymnases, 5 centres d'animation, etc. De toute façon, l'année 2014 permettra aux Parisiens de vivre ensemble avec et de la dynamique et du progrès, puisque nous mettons en place le bouclier social que nous avons décidé à la fin de l'année 2013. Je trouve que le propos du président de la République hier, qui est un propos résolu, courageux, déterminé, et de mon point de vue, une bonne nouvelle pour la France en 2014, parce que c'est ce qui permet de donner de l'efficacité au service de la cohésion nationale. Mais vous savez, je veux vous dire aussi à quel point il est important que la France ne s'enferme pas dans ses frontières. J'ai pu éprouver pendant 13 ans à quel point Paris est attendu dans le monde, dans toutes les parties du monde. La vocation internationale de Paris, c'est une richesse pour la France. Je veux vous dire à quel point j'ai confiance dans l'avenir de Paris. Quand je vois qu'en 11 ans, il y a 16 000 familles supplémentaires et 31 000 jeunes supplémentaires parmi les 125 000 nouveaux Parisiens. Les Parisiennes et les Parisiens sont vifs, insolents, exigeants, mais ils sont ensemble inarrêtables. Ils sont capables de toutes les audaces, de relever tous les défis, rien n'est simple. Et donc je leur souhaite, comme je l'ai fait pour les journalistes, pour 2014 et au-delà, beaucoup d'intelligence, beaucoup de confiance en eux,
beaucoup de vitalité, et puis tout ça, ils le feront d'autant mieux qu'ils seront bien solides dans la fidélité aux valeurs universelles que porte Paris, et qu'ils le feront en sachant aussi se rassembler. Merci. Ça sonne comment pour vous le départ de Bertrand Delanoë? Ça vous fait quoi? Ça sonne comme un regret, on l'aimait beaucoup, mais on l'aimera encore. Très ouvert, un homme qui parle à tout le monde, un homme qui connaît beaucoup de choses, et j'ai toujours apprécié énormément ses discours sans papier. Faut le faire. Oui, non, sincèrement, j'ai beaucoup apprécié Bertrand Delanoë. J'aimais bien déjà sa façon de diriger la ville de Paris, sa sérénité. On avait beau dire autour de lui ce qu'on voulait. Je suis là, je fais comme je pense bon de faire pour les Parisiens. Et j'espère qu'avec le temps, vous comprendrez que c'est moi qui ai eu raison. J'aurais tellement de belles choses à vous dire que je ne peux pas dire en 3 mots. Un homme de cœur, un homme d'émotion, un homme de talent. Un homme d'avenir. Je pense que le fait qu'il ait ouvert l'hôtel de ville à des actions, par exemple pour le Ramadan, par exemple pour les Israéliens aussi, leur fête. Donc je pense qu'il a voulu dire les Parisiens sont de diverses cultures, mettons-les à l'honneur. Un homme d'éthique, de valeurs, d'action, de résultats. Bertrand ne dit jamais adieu, il dit au revoir, c'est tout. C'est un homme intègre, c'est un homme bien. Voilà, ça fait du bien de travailler avec des gens comme ça. Un grand cœur, grand cœur. Et je le dis vraiment avec plaisir et avec sincérité. Voilà. On a construit une histoire derrière lui, collectivement, depuis 2001 et même depuis 1995. Donc il y aura un peu d'émotion, un peu de reconnaissance aussi pour tout ce qu'il a donné pour Paris. Je pense que depuis que Bertrand Delanoë est maire de Paris, Paris a changé. Il s'est donné à fond, il l'a fait. Il avait dit qu'il ferait que Paris et il l'a fait. C'est-à-dire il s'est donné à 100% pour sa ville. Et je dirais que c'est un homme de parole aussi. Il avait dit tout ce qu'il avait dit qu'il ferait, il l'a fait. Il a tenu parole, il a dit qu'il ferait 2 mandats et il fait 2 mandats, alors que beaucoup de gens lui avaient dit qu'il ne résisterait pas à la tentation du 3e mandat. Et oui, c'est un homme de cœur, c'est aussi une relation affective de travail, politique, professionnelle, mais aussi affectueuse. C'est sûr qu'on a travaillé quand même pas mal sur la petite enfance et sur les affaires sociales. Donc oui, on a fait les crèches ensemble. Et on a réussi, on a un objectif de 4500 places, on en a fait 5008 et là on est à 10 000, donc on a bien avancé sur les crèches. Il n'est pas parti, comme il le dit, il est là jusqu'au mois de mars. Et en fait, jusqu'au 8 avril ou 9 avril, et c'est évidemment un sentiment d'émotion. C'est un personnage politique de premier niveau qui a fait beaucoup de choses pour Paris. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de nostalgie. Il y a évidemment beaucoup d'émotions parce que c'est quelqu'un avec qui il est très agréable de travailler, qui pour toute la jeune génération d'élus comme moi a beaucoup appris, si ce n'est tout appris à ses côtés. Ce qui est certain, je pense qu'il n'aimerait pas que je dise ça, ce qui est certain c'est que la gauche et plus largement même la République aurait bien tort de se passer d'un tel talent. Et je ne sais pas de quoi demain est fait. Parce que toi, tu étais là avant qu'il soit élu. C'est vrai. Et tu termines son mandat avec lui, quoi. C'est vrai, j'étais là avant, mais c'est une aventure, c'est une page qui se tourne et puis qui ne se tourne pas complètement parce qu'il sera toujours un peu avec nous, Bertrand. En tout cas, ça a été 13 ans de travail, de bonheur et de plaisir et de rencontres, comme avec toi, par exemple. On entend dire souvent que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais en contrepartie, il est un peu colérique quand il n'obtient pas ce qu'il veut, tout ça. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça arrive, mais j'appellerais ça de l'exigence, parce qu'il est tellement exigeant avec lui-même que moi, je lui ai permis beaucoup de choses. C'est vrai que parfois, il y a eu quelques colères, mais on s'en souvient en rigolant maintenant. Et devant le MEDEF, pour porter la voix des chômeurs qui sont bien oubliés dans ces négociations puisqu'ils ne sont pas autour de la table. Il faut voir qu'en face, ils ne feront jamais rien. Tout ce qu'ils racontent, alors j'ai un livre là, les banquiers sur l'occupation, eh bien ça n'a pas changé d'un pouce. Annie Lacroix vient d'écrire un nouveau bouquin
l'intégration européenne de la France, on est sous la tutelle allemande et américaine et on n'a pas changé de langage. Alors il y a une réunion en ce moment qui a commencé ce matin, alors on ne sait pas s'ils sont encore autour de leur plat de brasserie ou pas, mais voilà, on est là aussi pour se faire entendre, pour que les gens nous voient et aussi pour donner un signal à tous les chômeurs et précaires qu'il y a des associations qui existent pour les représenter, porter leur voix et que ce moment il est très important pour eux parce que pour les 3 ans à venir, ce sont les règles de leur indemnisation chômage, ce sont ce qu'ils vont recevoir à la fin du mois. Non, il faudrait que les premiers concernés soient consultés. Et justement, lors de la conférence de presse de mercredi dernier, il y a eu Mathieu Grégoire qui a rendu les résultats d'une étude qui montre justement que les propositions des premiers concernés sont bien meilleures que les propositions actuelles. On dit les intermittents ça coûte trop cher, etc. Mais le désir, c'est de détruire un système de protection sociale qui risquerait d'être trop un exemple au moment où justement la discontinuité de l'emploi devient la norme. Alors, le MEDEF, des vulgaires qui puent de la tête, incultes, débiles, c'est la folie ordinaire, imbécilité crasse, voleurs, prédateurs, escrocs, menteurs indécrottables, assistés, faiseurs de violence, de guerre, venus du néant, des ratés de toute vie. Nous, on demande à ce qu'on soit reçu, à ce qu'on puisse être aussi partie prenante autour de la table. On ne demande pas à gérer la caisse, mais on veut porter la parole. On est sur le terrain, on est avec les gens au quotidien et on voit tous les problèmes qu'ils voient, les trop perçus, beaucoup, énormément. Je crois que j'ai eu 5 personnes ce matin pour des problèmes de trop perçus. Je veux dire, il y a un moment, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester à dire que c'est un problème informatique et puis que voilà, c'est ça. Les trop perçus, ça arrive après. Ça peut arriver très longtemps après. C'est sur des sommes importantes. Et c'est souvent dû à des décalages entre les déclarations et ce que Pôle emploi, prend en compte. Quand on leur demande après 2 ans, 4 000 €, mais c'est évident, c'est des précaires. Ils n'ont pas 4 000 € à sortir de leur poche comme ça. Et ça, c'est grave. Le discours qu'on a eu de la droite pendant 10 ans de stigmatisation des chômeurs, des parasites, énormément discriminatoire. Et puis ce discours même qui se veut un peu plus soft il faut les inciter au retour à l'emploi. Mais c'est quoi? C'est une aberration de dire ça. Il y a quoi? 500 000 emplois vacants, mais on ne sait même pas d'où vient ce chiffre. 5 millions d'inscrits à Pôle emploi, 10 millions sous le seuil de pauvreté. Non, il y a pas, les gens ils veulent travailler. Simplement là, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Et nous on dit un emploi c'est un droit, un revenu c'est un dû. On ne peut pas être doublement victime, pas d'emploi, pas de revenu. Ça c'est juste pas possible. Bien souvent il y a en effet une stigmatisation qui est faite et de face. Et pour empêcher les gens de dire quelque chose, parce qu'il faut qu'on se sente coupable face à la société, et ça se traduit dans l'ensemble de l'état d'esprit de la société. En tous les cas, depuis 1 mois et demi que la gauche est au pouvoir, on leur a dit dès le début, c'est pas avec des rustines comme les contrats d'avenir et les contrats de génération, qu'on trouve un peu mieux, les contrats de génération. C'est pas avec les petites rustines et contrats d'avenir qu'on va faire baisser le chômage, malheureusement. Mais c'est aujourd'hui seulement un premier jour de mobilisation. Ce rassemblement devant le MEDEF est assez symbolique pour dire on sera là. Mais il y a parallèlement d'autres rassemblements qui ont lieu. Il y a eu mercredi dernier, la conférence de presse du comité de suivi sur l'intermittence à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a une AG à Toulouse, une AG à Nantes, une mobilisation à Caen. La semaine prochaine, il y aura une autre mobilisation à Paris. Et tout ça pour, au fur et à mesure, justement, faire monter l'information, faire savoir aux gens parce que les gens savent qu'il y a nécessité de faire quelque chose. Même si on n'arrive plus à rien faire parce qu'on est déprimé par la société actuelle, il y a une colère qui existe et il faut que celle-ci, elle s'exprime. Il faut qu'il y ait une autre répartition des richesses parce que le capital se fait de l'argent sur le dos de la population et cet argent, il doit être redistribué. La France, eux, ils ont déjà commencé à gagner, quoi.
C'est les seuls d'ailleurs. Hein. Ils font sans nous, non? Oui. Ils sont capables d'ailleurs. Oui. Ils sont forts quand même. Ouais. Alors qu'on est quand même un peu plus nombreux qu'eux. Hein. Bah oui, mais c'est le mépris qui se passe à l'intérieur. Bah non, on s'en fout des chômeurs. Je crois que c'est ça la réalité. Je crois que le MEDEF a obtenu ce qu'il voulait déjà par rapport à Hollande, hein, avec les exos de charge. On est ouvrier du chômage. On est salarié au chômage. Non, moi je suis toujours très optimiste. Donc comme caractéristique, je pense qu'à un moment ou l'autre, il y aura effectivement des excès qui conduiront effectivement à une révolte. Si vous étiez un homme mais seulement pour un jour, qu'est-ce que vous feriez? Je ferais suer tous les autres mecs. C'est ça. Voilà. Et si tu étais une femme pour un jour, tu ferais quoi? Je serais Miss France. On peut imaginer que vous soyez une femme pour un jour, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que je ferais? Quoi? Je vais rigoler, c'est tout. Pour aller draguer les hommes? Ah non. Pas bien ça. Pour vous marier peut-être? Ouais. Moi je me... Moi si c'était un mec... Je taxerais plein de trucs dans la rue je pense. Ouais, exactement. Je taxerais plein de trucs dans la rue. Et si tu étais un homme pour un jour, qu'est-ce que tu ferais? Et bah je ferais la même chose qu'aujourd'hui. C'est ça. Bah, je ferais en sorte qu'on me donne des sous, qu'on me donne des habits, qu'on me donne des trucs comme ça. Ouais, je ferais ma michto quoi. En gros, tu ferais la pute pour un jour quoi. C'est ça. Me faire payer un coup à boire aussi, ça c'est sympa. L'orgasme féminin, ouais, dans ces cas-là, ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel à expérimenter, à vivre. C'est un peu différent d'une autre donc. Partir en Inde, sac à dos, dormir chez l'habitant. Ah bah j'aimerais bien qu'on soit galant avec moi, qu'on me tienne la porte et tout. Sympa ça. Ah bah ouais. Je me prostituerai pas. Jouer au foot. C'est bien ça. Ah c'est dur. C'est dur hein. Ah ouais. Vraiment pourri cette question. C'est rien, je me taperais plein de mecs. C'est vrai. C'est facile pour une meuf. Donc... Du sport, du bodybuilding. Elle t'avale du chocolat. Je pourrais casser la gueule à mon frère. Si j'étais un homme, je vais faire l'amour tous les jours. Un trou de balle. Essayer de gravir plus vite les échelons. Puis bon, on peut plus jouer de ses charmes quand on est une femme que quand on est un homme quoi. Pour être la première dame de France pour une journée, c'est ça? Moi, je n'en discuterai même pas de ça. Qu'est-ce que j'en profiterai pour faire? On va sortir avec une fille, pipi debout. Voilà. Et puis j'irai dans la rue et j'irai graffer dans la rue et je ferai tout ce que je veux en fait. Voilà, tout ce que... Et je prendrai le RER à 5h du matin sans problème. Si vous étiez un homme seulement pour un jour, qu'est-ce que vous en profiteriez pour faire justement? Pour draguer le maximum de nanas. C'est vrai? Oui. Mais vous avez plus de possibilités de draguer en tant que femme, hein, ça va être plus facile. Hein. C'est pas évident, les hommes ils ont peur des femmes aujourd'hui je crois. Non, j'aurais peut-être voir coucher avec une femme. Voilà, voir comment ça se passe de l'autre côté. Voilà, et voir le plaisir qu'ils ont eux. Non mais je voudrais bien savoir comment c'est de faire l'amour à une femme quand on est un homme, voilà. 4 heures c'est pas assez pour être enceinte et avoir un bébé quoi. On reçoit énormément d'amour à la naissance d'un enfant, mais l'enfantement c'est vraiment le privilège des femmes. J'essaierais de faire pipi dans la rue. Ouais. Accroupi. Voilà. Ah bah... À votre avis? Je sais pas moi. Ah bah je verrai ce que ça fait de se faire l'amour. Hein. Bah oui. Wow, elle a une langue magnifique, t'as vu la langue? Elle est rose. Enfin, pas deux comme ça dans le 25. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué ou marqué dans l'actualité de cette semaine? Moi, je reste toujours choqué par l'affaire Dieudonné. Je pense qu'on a laissé pourrir une situation, laisser parler un mec qui finalement n'est qu'un facho et un négationniste. Il nous a fait des fausses excuses, puis on s'est rendu compte que ça n'en était pas. C'est comme, je pense à Al Capone, je veux dire, si on veut avoir quelqu'un, c'est pas pour lui dire spectacle, pas spectacle. Ces spectacles, bon, moi je les ai vus sur YouTube, c'est nul. Il se disqualifie lui-même. Mais par contre, s'il y a des évasions fiscales, etc., c'est là-dessus qu'il faut que... Si un citoyen s'y demande la justice, il faut que lui aussi, il accepte d'être
un justiciable normal, donc il faut qu'il paye ses choses. On a assez de lois comme ça, autant simplement les appliquer. Je pense que Valls en a profité aussi pour faire sa pub. Maintenant, le spectacle, oui, il fallait l'interdire depuis longtemps. Enfin, on n'a qu'à voir les premiers reportages qu'il y a eu là-dessus. Voilà, c'était clairement un spectacle antisémite, négationniste. Bon, la blague sur Cohen, j'ai essayé de trouver pourquoi il s'en prenait à Cohen. Et apparemment, il se prend à Cohen juste parce qu'il s'appelle Cohen, en parlant de quand le vent tournera. Ça veut dire quoi, quand le vent tournera? Et puis, bon, on repart sur les chambres à gaz. Tout ça, ça pue vraiment. Et malheureusement, ouais, il est temps de l'arrêter. Alors, que ça fasse de la pub à Valls, ça me fait mal au cul aussi. Mais voilà, on en est là. Quand Desproges ou Coluche jouaient le rôle d'un raciste, on va dire d'un antisémite, même si là aussi c'est un mot valise, c'était pour le dénoncer. Il jouait un rôle. Voilà, il jouait un rôle où ils apparaissaient comme le connard de raciste. C'est ça, mais c'est pas la conviction profonde. Et Dieudonné n'apparaît pas comme le connard de raciste, mais comme l'intelligent antisioniste qui est en fait un raciste. De toute façon, non, il fallait interdire qu'il fasse figurer des propos antisémites, que j'ai entendus d'ailleurs, donc c'est bon. Qu'il évite de faire figurer des propos antisémites dans son spectacle. Voilà ce qu'il faut interdire. Moi, j'ai entendu une rediffusion de ces spectacles où il dit qu'il faudrait bien réouvrir les chambres à gaz et tout. Bon, là, par respect pour tous ceux qui ont été victimes de l'Holocauste, c'est vraiment... là, c'est aberrant. Mais lui faire une énorme publicité autour de ça, ça va faire 5 fois plus de monde à ces spectacles. C'est vraiment ridicule. Tadei est viré. On a enlevé son émission. Donc comme il a invité Dieudonné, tous ses animateurs lui sont tombés dessus à bride rabattu. Et un certain pouvoir sioniste de France ont stoppé ça. Et donc grâce à eux, comme ils ont un grand pouvoir dans les télés, il n'y a qu'eux qu'on invite, l'émission ne va plus, il ne va plus faire cette émission. Et ça, je trouve ça pas normal. Parce qu'on est quand même au pays de Voltaire. Et Voltaire disait, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ferai tout pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. Probablement le tribunal qui n'a pas accordé la fin de vie à monsieur Humbert. Oui. Il y avait la famille derrière aussi, je crois. Oui, les parents qui ne souhaitaient pas, mais bon, il a une épouse aussi qui a son mot à dire. Donc c'est vrai que c'était un moment, j'ai trouvé très fort en émotion, surtout quand on est pour le choix de la fin de vie. Et voilà. Donc ça m'a beaucoup marqué, oui. Je pense que dans la vie, on veut mener sa vie comme on l'entend et la mort en fait partie. Donc voilà, moi je voudrais pouvoir choisir comment je partirai. Et pareil pour mes proches, surtout quand on les voit souffrir. Et je pense aussi aux personnes qui ont Alzheimer, qui font aussi le choix d'aller souvent en Suisse. Voilà. Moi j'ai connu ça dans ma famille, c'est vrai que c'est pas facile. Ouais. Choisir de mourir dans la dignité, et je trouve que les jurys, ils n'ont pas été... je sens c'est des partisans. Ça me refait penser à maintenant, on veut repenser l'avortement. On est en train de revenir en arrière et ça me choque beaucoup. Oui, non, je suis effectivement pas d'accord à ce qu'on s'occupe de la vie privée des gens. Quel qu'il soit, à quelque niveau. Aussi longtemps que c'est pas un scandale, qu'il n'y ait pas des enfants dans l'histoire ou des détournements d'argent ou des choses comme ça. Autrement, est-ce que je peux être un peu vulgaire? Je peux être un peu vulgaire. Chacun fait de son cul ce qu'il veut, du moment que ça ne pose pas de problème aux autres. Après, une autre chose qui m'a choqué un peu, c'est que bon, le président de la République, à partir du moment qu'on est président de la République, on est public, il se doit aussi de droit de réserve, mais moi je trouve que quand même ce que nous offre Hollande, quand même, c'est pas très beau. Alors, à quoi bon avoir mis cette dame qui n'était que sa compagne, première dame de la fonction, en lui donnant des choses à faire, et tout à coup, c'est pas sérieux, quoi. Je veux dire, ces gens-là, ils représentent quand même, ils doivent être un modèle, même si tous nos présidents, ils ont toujours eu des maîtresses. Giscard, il avait des maîtresses, sa femme attendait sagement. Chirac, il a toujours des maîtresses, mais il y avait quand même, on voyait la même première dame. Le pouvoir, ça entraîne toujours des conséquences de pouvoir sexuel. Donc tous les hommes politiques, depuis la nuit des temps, ont une vie sexuelle agitée. Tout le monde le sait. Alors bon, ils sont là pour gouverner un pays. On se fout de ce qu'ils font au lit. Voilà. Tout le battage qu'on fait pour l'histoire Hollande et cette actrice, je trouve que
Franchement, avec tous les problèmes que nous avons, ça me paraît ridicule. Qu'on l'interviewe quand il fait un rapport sur l'économie de la France et qu'on lui pose 5 questions sur ses rapports extra-conjugaux ou conjugaux, c'est ridicule. Mais non seulement ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas, et l'actualité politique de la France n'est pas celle-là, donc je ne vois pas le rapport. Les journalistes devraient plus avoir une éducation sur l'économie qu'une éducation sur les petites culottes des uns et des autres. Ce que je lui demande, c'est d'avancer sur le chômage, d'avancer sur les libertés collectives et individuelles, et puis d'avancer sur le programme sur lequel il a été élu. Et une fois qu'il a fait ça, je dis merci. Il y a en particulier l'annonce du comité de soutien d'Anne Hidalgo. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait un immense plaisir, parce que le président de ce comité de soutien, c'est Cédric Villani. Alors là, c'est tout sauf ce qu'on voit habituellement en politique. C'est un chercheur en maths. Le type, il a eu la médaille Fields, donc c'est l'équivalent du prix Nobel des maths. Donc autant dire que c'est un cerveau, comme on dit. Et en fait, il s'est engagé parce qu'il a regardé. Il a regardé le programme d'Anne Hidalgo et il a lu celui de NKM. Et il a dit, je suis désolé, mais il n'y a pas photo entre un programme qui est détaillé, qui prévoit plein de choses sur toutes les préoccupations quotidiennes des Parisiens, puis l'autre qui ressemblait à un résumé pas fini. Eh bien, il a décidé de soutenir Anne Hidalgo. Fonctionne toujours le cornichon ou quoi? Toujours, ah oui, c'est le meilleur des Viagra, ça, le vinaigre.